Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 30e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé La détermination de Pop a été diffusé le 1er mai 2021 et couvre le triste sacrifice du jeune garçon lors d'une situation désespérée contre Baran. Il adapte les événements du chapitre 104 jusqu'aux premières pages du chapitre 108 du manga. Nous débutons enfin le tome 12 de l'œuvre et on vous prévient tout de suite qu'il sera extrêmement riche en action. L'épisode 30 marque le retour du réalisateur en chef de la série, Kazuya Karasawa. Il ne s'était pas occupé d'un épisode depuis l'épisode 13, soit celui qui marquait la victoire des disciples d'Avan sur Yonkel. Il tenait sans doute à s'occuper lui-même personnellement de cet épisode, car à la fois Baran et Pop sont ses personnages préférés et a donc laissé son cœur parler. Le storyboard a cependant été dessiné par Satoshi Nishimura, le réalisateur de Trigun, qui signe ici son 4e storyboard. Vous avez dû le remarquer sur ces épisodes 24 et 25 où les combats n'étaient pas fameux, Nishimura a sans doute été choisi pour sa capacité à pouvoir limiter l'animation des combats quand il n'y a pas à disposition d'animateurs spécialisés dans l'action. La direction de l'animation a été partagée en deux. D'abord Yuji Akamada, qui était déjà présent sur les épisodes 14 et 23, et ensuite Naoko Yamaoka, la character designer de Helen Good Pretty Cure, qui vient de finir il y a à peine 2 mois. Preuve que la production commence à tirer sur la corde. Un nouveau superviseur de l'animation fait son apparition cette fois pour épauler Kozu Komatsu. Il s'agit d'un vétéran animateur qui a toujours été fidèle à la Toei Animation, Katsumi Tamegai. Il est le seul animateur à avoir travaillé sur toutes les saisons de Sailor Moon et a même endossé le rôle de character design sur Sailor Moon, Sailor Star. Il a ensuite enchaîné sur la franchise Precure, principalement sur les films annuels. Il est temps à présent d'analyser ce 30e épisode couvrant un des passages les plus forts en émotion du manga. Allez, c'est parti! L'épisode commence tandis que le terrible Baran revêt sa forme draconienne. Nous avons le plaisir de voir les temps forts de sa transformation qui fut sans aucun doute une des plus grandes réussites de l'épisode précédent. Le père de Dai semble dorénavant sans pitié. À cette occasion, le comédien Sho Hayami modifie d'ailleurs quelque peu son timbre, donnant davantage de crédibilité à la bête sauvage. Dans le manga, Pop se disait que Baran dégageait une pression incroyable et qu'il n'avait jamais rien ressenti de pareil, y compris contre Adler. Ici, il le dit à voix haute. Cette réflexion peut paraître étonnante car on avait déjà l'impression que Baran était un ennemi plus redoutable encore que le roi du mal, y compris sous sa forme humaine. Yonkel ne veut pas voir Pop interagir dans ce combat. Ses MP étant à 0, il ne ferait que les gêner. Blessé dans son orgueil, le magicien est contraint d'écouter le beau gosse immortel, mais Baran l'attaque de dos en traître. La planche du manga s'attardait à ce que le rayon transperce le bras avec violence, et ce passage n'est pas pour autant censuré, bien que le rayon perfore furtivement. On pourra cependant regretter le visage de Pop à ce moment-là, qui n'a pas grand-chose à voir avec la planche de base. Ainsi, Baran fait preuve d'aucune pitié sous cette forme. Tous les coups sont permis, ce qui ne manque pas d'étonner Crocodile et son sens de l'honneur. On pourra regretter durant cette première partie d'épisode quelques dessins qui ne sont pas tous à la hauteur, notamment sur le roi des carnassiers quand il reprend sa hache. Également, Baran hérite d'aptitudes de démon et n'a que faire de son cœur humain à ce moment précis. Sa colère est grande à l'égard des héros qui ont fait ressurgir d'anciennes blessures. La réalisation met parfaitement en valeur ses bras en forme de gueule de dragon et l'animation est également de bonne facture. Il faut dire que les planches du manga insistaient sur cet attrait et il aurait été impossible de ne pas mettre l'emphase sur cette caractéristique de la forme draconique. Baran va alors tellement vite qu'il semble en disparaître. À ce moment, nous avons droit à un zoom sur son visage, du plus bel effet, et la mise en scène met parfaitement en avant la bestialité du légat des dragons. Tant il ressemble à ce moment à un animal assoiffé de sang. Les coups que se prend Yonkel sont vraiment impressionnants, bien plus percutants
de ce qu'on pouvait voir dans le manga. Il paraît incroyable de voir Yunkel vaincu si facilement. Pourtant, la différence qui les sépare est colossale. Quant à Crocodile, sa hache est brisée avec une facilité déconcertante. Il aurait peut-être été intéressant de réaliser un plan plus large comme dans la planche d'origine pour mieux voir l'arme du roi des carnassiers se fendre en morceaux. Le visage de Baran est vraiment très variable, parfois effroyable et parfois quelconque lors des impacts de coups. Ainsi, un travail d'uniformisation à ce sujet aura été la bienvenue. Pour bien enfoncer le clou sur l'énorme puissance du draconien, Baran transperce le corps du roi des carnassiers comme si son corps était du papier. Un impact frame vient ponctuer cette attaque pour la rendre encore plus violente. Du sang jaillit de la carcasse de Croco. C'est une bonne chose car si ça avait été censuré, ça n'aurait pas permis de retranscrire toute la puissance de Baran sous sa forme draconienne. Néanmoins, dans le manga, Baran soulevait très facilement le corps de Crocodile. On pouvait ainsi le voir le porter à bout de bras tandis qu'il s'occupait de Leona. Et d'ailleurs, même si Baran indique être sans pitié, il est plutôt gentil envers la princesse en lui mettant en pleine poire un simple baggy. C'est incontestablement celle qui morfle le moins. Le niveau de Baran est inatteignable, personne n'est capable de le lui faire face, et Yunkel indique très clairement que même en pleine forme, l'issue serait identique. Baran s'envole majestueusement dans les airs et s'apprête à terminer l'équipe. D'ailleurs, dans notre équipe, à nous aurions aimé que l'épisode précédent se termine ainsi, ce qui correspondait à la fin du tome 11. Mais il n'est pas dans les habitudes de cette adaptation de se terminer à une fin de tome. Baran est sur le point de les achever avec sa plus terrible attaque, le Doriora. À ce moment, ses deux mains forment la tête d'un dragon. Il est d'ailleurs dommage de ne pas avoir repris la case du manga qui proposait un angle de vue intéressant pour mettre en valeur la gueule du dragon qui s'ouvre. D'autres plans font malheureusement défaut sur cette première partie, notamment celui de Yunkel demandant à Baran de stopper cette folie. Si l'animation tient la route, quelques faciès ne sont vraiment pas fameux lors de cette scène, les principaux concernés étant Crocodile et Yunkel. Sa mystérieuse technique, dont nous vous reparlerons, est interrompue par l'intervention de Dai. Le dessin innocent du jeune garçon est ainsi conforme au manga. Cette interruption freine alors les ardeurs de Baran qui annule aussitôt son coup. Merle quant à elle fait un rêve prémonitoire sur Pop, s'attaquant à un monstre et y laissant sa vie. Ce rêve brutal qui reprenait très bien les pages du manga fait réveiller Merle qui avait été sonné par Dai quand il s'était évadé de sa prison. Dai rencontre de nouveau son père, mais dans le contexte que nous redoutions le plus, car comme l'indiquait Crocodile, privé de sa mémoire, Dai n'aura aucun mal à accepter Baran comme étant son père et le suivra sans sourciller. Mais, comme le scénario étant bien fait, la forme actuelle de Baran rebute dans un premier temps Dai, qui a bien du mal à s'imaginer un lien de sang avec Baran sous sa forme draconienne. Je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. Évidemment, la scène introduite ici pourrait brièvement faire penser à l'Empire contre-attaque via Dark Vador. Bien que blessé, Pop est spectateur de la scène et supplie à Dai de fuir, mais celui-ci ne l'écoute pas, tant il est intrigué par ce mystérieux individu. L'emblème des guerriers dragons permet à Baran d'asseoir sa paternité et ainsi Dai accepte son lien de filiation. On pourrait d'ailleurs durant cette scène apprécier quelques effets de résonance convaincants. Alors que l'issue du combat semble inévitable, Pop intervient, comprenant qu'il est le seul à pouvoir tenir debout. Mais que peut-il bien faire sans mana? Et en plus, la magie est sans effet sur Baran. À ce stade-là, il paraît inconcevable d'imaginer que Pop puisse être la clé de la confrontation. Son interruption fait pourtant frémir tel un chaton apeuré les cheveux de Baran, furieux de voir ce misérable humain s'interposer aussi près de son but. La façon dont ses cheveux se hérissent comme un chat aurait presque un effet comique. En tout cas, l'effet recherché n'est probablement guère atteint durant cette scène. En effet, dans le manga, Baran paraissait absolument furieux et dégageait une sensation de terreur absolue, tandis qu'ici, sa réaction fait davantage penser à un Pokémon qu'autre chose. Qu'en dites-vous en commentaire ?
La situation semble désespérée et c'est probablement un des passages qu'attendait le plus Toshiyuki Toyonaga, la voix de Pop, puisqu'on arrive là vers un moment très intense sur le personnage du jeune magicien. Si bien sûr on avait vu de très bons moments sur ce magicien atypique, que cela soit face à Crocodile, Adlar ou bien encore face au guerrier dragon, l'intrigue va la mener vers de nouveaux sommets de bravoure. Et pour bien indiquer que les humains ont besoin de Dai, Pop rappelle que s'ils n'avaient pas rencontré Dai, Crocodile et Yunkel appartiendraient encore aux armées du mal. Leona serait morte et quant à lui, il serait un lâche tout juste bon à flatter les forts. Oui, car ils ne veulent pas récupérer Dai pour sa force, mais pour ce que leur apporte Dai. Le passage est émouvant et adapte fidèlement ce cri du cœur du magicien qu'on pouvait lire dans le manga. La scène est d'autant plus forte que Dai, qui n'est que l'ombre de lui-même, ne comprend guère la situation. Ainsi, Pop ne peut pas se résoudre à laisser tomber Dai aux mains de Baran, tandis que Baran avance inexorablement vers lui. Dans le manga, le regard de Baran était davantage mis en valeur afin de souligner sa détermination et sa toute-puissance. Tandis qu'ici, les plans sont plus éloignés. De même que, bien que l'on puisse voir la sueur sur le visage de Pop, cela était plus appuyé dans les planches originales, où de nombreuses gouttes étaient visibles et étaient figées sur son menton. Le jeune magicien se demande comment son maître aurait agi dans une telle situation aussi inextricable. La réponse lui vient sous forme du flashback du Megante d'Avan contre Adler. C'est une direction assez discutable dans l'épisode, étant donné qu'elle spoil ce que Pop se prépare à faire. Dans le manga, la planche est beaucoup moins explicite et permettait ainsi de laisser du suspense. L'approche de la scène est donc différente. Nous serions curieux d'avoir votre avis sur ce choix, tiens. Pop indique à Dai qu'il va vite en finir, reprenant avec brio une des planches d'origine. Il lui confie ce bandana qu'il garde depuis qu'il a 5 ans et le pousse violemment. Ici, un zoom a été appliqué sur l'action, tandis que la planche de base disposait d'un plan plus large. Pop s'élance sur Baran dans une scène réalisée au ralenti qui tranche radicalement avec la mise en scène de base. En effet, dans le manga, l'effet de vitesse est vraiment appuyé lorsque le magicien débute son assaut et les arrière-plans des planches de ce passage présentent un dynamisme hors du commun, y compris lorsque Pop commence à retirer sa cape. Ainsi, cette attaque prend à contre-pied le matériel d'origine, ce qui surprendra peut-être les fans de la première heure. Alors qu'il faisait croire à Baran qu'il allait l'attaquer à main nue, Pop utilise sa cape comme un leurre et agrippe avec ses mains le visage de Baran. Là encore, nous avons un ralenti appuyé qui tranche avec le dynamisme apparent de l'action dans le manga. Ceci dit, le plan de base a bien été repris, même si Baran a un visage assez étrange à ce moment-là. On pourra d'ailleurs être surpris par son visage impassible au début de l'attaque, alors qu'il devrait déjà souffrir et être surpris par l'attaque de Pop comme c'était le cas de base. Ainsi, son faciès aurait peut-être dû être davantage réalisé en conséquence. Le reste du passage utilise des plans plus larges qu'à l'origine, mettant en valeur l'incapacité de Baran à se soustraire de l'estreinte de Pop. A la base, il y avait plus de plans sur le visage des personnages afin de montrer leurs réactions et leurs émotions lorsqu'ils parlaient. Le reste de l'équipe pense que Pop va se sacrifier pour rien grâce à la protection de Baran, mais même Draconic aura à ses limites. Ainsi, l'énergie dégagée par Megante est si forte qu'elle pourrait percer sa défense. Le chevalier dragon comprend ainsi que Pop avait pensé à tout, reprenant correctement le plan d'origine, nous faisant part de ses réflexions. Leona et Yunkel conjurent à Pop d'arrêter et la scène nous présente des plans sur leur visage. Ainsi, le travail sur cet épisode est assez intéressant puisqu'il prend à contre-pied un nombre important de planches, que cela soit dans leur temporalité ou dans des changements dans la représentation de l'espace. Dai assiste impuissant à la scène et voit de dos son ami aux prises avec Baran. Dans la planche d'origine, la scène avec Avan contre Adler était superposée. Ici, ceci est présenté sous forme d'un flashback très rapide, ce qui est effectivement plus percutant pour le rythme général de la scène. Une planche n'a pas été adaptée lors de l'affrontement, dans laquelle Baran réussissait à faire pencher Pop, ce qui permettait de lui prendre le bras. Ici, il lui saisit le membre sans le faire vaciller. De plus, à l'origine, Baran disait au jeune magicien qu'il allait lui arracher le bras. Ici, c'est Yunkel qui dit ce que Baran s'apprête à faire.
Pop ne se laisse pas faire et augmente sa prise magique en électrifiant le corps de Baran, rendant ainsi un bel hommage à la planche de base. Il fait ses adieux à ses amis. Dans la version française, aux éditions Tomcam de Fédoua Lamodière, il leur demandait aussi de raconter à Mam combien il a été héroïque, tandis qu'ici, il demande seulement à ce qu'il la console. Pop se retourne une dernière fois vers son ami, reprenant la planche d'origine avec merveille. Il ne pourra pas lui pardonner si son sacrifice serait inutile et s'il gardait sa tête d'ahuri. Mais pour lui, l'aventure s'arrête ici. Le travail du seiyuu sur cette scène est vraiment remarquable et l'émotion est à son comble. La musique accompagnée de jolis chœurs s'envole et colle parfaitement à la scène qui donnera probablement des frissons à bien d'entre nous. Dans le manga, une page magnifique présentant le personnage et sa bonne humeur aux côtés de son ami avec de nombreuses cases retraçant leurs aventures. Le principe a été repris avec des flashbacks de leurs moments passés ensemble. Pop invoque Megane T et réalise l'ultime sacrifice pour ses amis. La luminosité surexposée de la scène reprend correctement le matériel de base. Alors que l'explosion retentit, Dai crie le nom de son ami et lui demande de le pardonner. Les souvenirs de Dai sont revenus à un prix terriblement élevé. Là encore, le travail de la seiyuu est vraiment convaincant et permet de rendre hommage à cette scène qui aura sans aucun doute marqué bien des esprits. Elle concluait magnifiquement le chapitre et on peut imaginer l'état des lecteurs qui devaient attendre la suite à l'époque. Malheureusement, Baran est toujours vivant et a pu s'envoler au dernier moment. Pop étant encore inexpérimenté, il n'a pas gardé son étreinte jusqu'au bout. Et c'est cette erreur qui lui a permis à Baran de survivre. La transition entre le sacrifice de Pop et le retour de Baran est un peu abrupte. Et il aurait probablement été efficace de laisser un moment de flottement un peu plus long afin de construire une ambiance plus triste. Baran laisse le corps inanimé de Pop dont le regard vide de vie ne laisse guère d'espoir sur son retour. Tandis que le chevalier dragon considère son sacrifice comme inutile, Gomé s'élance sur Baran et lui assène de nombreux coups qui restent évidemment sans effet. La pauvre créature est facilement repoussée par Baran et tombe dans les vapes sur le coup près du corps de Pop. On pourrait d'ailleurs être surpris par le côté humoristique de l'effet de ses yeux pendant une scène aussi tendue, mais cela reste tout à fait fidèle au manga. Baran utilise la puissance de son insigne pour en finir avec Gomé, mais Dai intervient pour protéger son ami. La mise en scène est assez discutable. Le coup de Baran n'a en effet aucun impact mis à part le bruit du choc contre Dai. De plus, du temps n'a pas été donné aux protagonistes pour livrer leurs émotions suite à cette attaque. Il en résulte un résultat assez mou et sans suspense, là où des zooms sur les visages des personnages avec un impact frame auraient probablement été des plus efficaces par exemple. C'est assez surprenant, d'autant que le manga disposait lui-même d'une case mettant en valeur l'effet d'un coup ainsi que les réactions de l'équipe, avec un effet arrière-plan extrêmement dynamique. C'est peut-être un des rendez-vous manqués de cet épisode. Le plan de Dai d'origine a été repris, avec cette fois-ci une emphase sur son signe du dragon, ce qui est une excellente idée, et ajoute l'esthétisme au plan. En revanche, dans le manga, on voyait bien le symbole du dragon sur son dos, tandis qu'ici, c'est assez peu lisible, ce qui est dommage pour cette attaque signature de Baran. Dai se retourne et dit à son père qu'il ne s'en prendra plus à ses amis. À l'origine, à ce moment-là, son insigne brillait de mille feux. Ici, il ne dispose pas d'effet graphique particulier. Ivre de haine, Baran reste insensible aux paroles de Dai et lui dit qu'il faut exterminer les humains. Mais Dai a côtoyé des personnes merveilleuses comme Pop et se refuse de suivre son père et son projet génocidaire. La scène met bien en valeur le plan durant lequel Dai prend Pop dans ses bras, et malgré ses arguments, Baran décide d'effacer de nouveau la mémoire de son fils. La douleur semble atroce, mais Dai résiste, tandis que le son de la résonance des symboles semble être insupportable pour le reste de l'équipe. Désespéré de ne rien pouvoir faire, Merle en appelle au dieu dragon et lui demande de leur prêter sa force. On ne saura probablement jamais si cette prière a eu un effet. On sera d'ailleurs curieux d'avoir votre avis également là-dessus. Tandis que Dai refuse d'oublier Pop, il lève son poing en l'air et inflige un terrible coup de poing à son père qui est sévèrement touché malgré son draconic aura.
Alors que Baran se remet de ce coup, il ne comprend pas ce qu'il voit. L'insigne du dragon de Dai s'est déplacé sur son poing. C'est pourtant impossible. L'insigne n'a jamais été à un autre endroit que le front des chevaliers dragons. Serait-ce le sang humain de Dai qui aurait permis ce prodige? Serait-ce un message de sa défunte femme? La scène est accompagnée d'une musique majestueuse et de ce superbe plan dont les zooms sur l'œil de Baran ainsi qu'un Dai déterminé reprenant avec brio la planche de fin de chapitre. Pas de doute, le suspense est à son comble. Ce 30e épisode étant particulièrement attendu par les fans de pop qui se réjouissaient de pouvoir enfin apprécier en animé un de ses plus grands moments de bravoure. L'épisode est ainsi riche en émotions et a bien retranscrit ce passage culte. Le travail des seiyuu a été formidable et la musique accompagnant le sacrifice de Pop a vraiment été à la hauteur. L'adaptation de ce passage est donc une grande réussite qui contentera probablement la plupart des fans les plus exigeants. L'assaut de Pop, qui était à l'origine ultra dynamique dans le manga, a été ici réalisé sous forme de ralenti, ce qui en surprendra peut-être certains, mais le résultat est intéressant et a permis de souligner le courage du personnage durant ce passage décisif. Ce changement de mise en scène permet également à ceux qui connaissent l'œuvre par cœur de la voir sous un angle différent. La censure a été assez peu présente et nous a permis de profiter de toute la puissance du terrible Baran. Quelques problèmes sont tout de même à signaler durant cet épisode avec une réalisation qui n'est pas toujours homogène et des dessins parfois assez légers, notamment lors de la première partie de l'épisode. On aura ainsi une pensée particulière pour notre immortel, plus si beau gosse que ça. De plus, malgré quelques moments de fulgurance, représenter Baran comme une bête sauvage, il apparaît moins dangereux et agressif que dans le manga. Sa force est certes mise en valeur, mais l'ambiance générale de terreur est diminuée, notamment lorsqu'il met un coup de pression à Pop dans lequel le chevalier dragon ressemble davantage à un chaton apeuré qu'à une créature assoiffée de sang. Enfin, le passage durant lequel Dai protège Gomé aurait gagné à être davantage soigné pour être plus percutant. Mais tout ceci ne retire rien au grand moment de l'épisode qui nous a tous contentés et qui se devait d'être réussi. Mission accomplie donc, et c'est bien là l'essentiel. Cette 30e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à mettre un pouce bleu vers le haut pour nous donner du courage et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan et à la semaine prochaine. Et rappelez-vous, Vegito a perdu face à Yajirobe. Hein? Faut s'en souvenir, bordel!